Un drone américain, MQ-9 Reaper, souvent utilisé dans des missions de ciblage au Moyen-Orient, a failli tuer Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Alors qu'il se dirigeait vers le nord dans un convoi présidentiel, une frappe par missile Hellfire semblait inévitable. Mais à la dernière minute, un radar chinois a intercepté l'engin et dévié sa trajectoire. Le missile a frappé un camion civil à la place, tuant 3 innocents. Ce n'était pas un accident. La question est restée en suspens. Qui a autorisé une frappe sur un pays souverain qui n'a jamais déclaré la guerre? Cette attaque a marqué un tournant pour Traoré et pour toute l'Afrique. Ce qui semblait être une tentative de frapper un ennemi stratégique est rapidement devenu un symbole d'indépendance pour Ibrahim Traoré et pour tout le Burkina Faso. Ce n'était pas simplement une question de survie, mais une déclaration de souveraineté. Après la frappe, les autorités burkinabées ont fait face à un dilemme. Répondre par la violence ou bien par la vérité. Ibrahim Traoré, avec un calme remarquable, a choisi de ne pas riposter par la guerre, mais plutôt par la transparence. Il a révélé la vérité, publiant les preuves de l'attaque ratée et exposant l'implication de puissances étrangères. Cela ne signifiait pas seulement une réponse à une agression, mais une remise en question profonde de l'ordre géopolitique mondial. Le message était clair. Le Burkina Faso ne serait plus une cible facile. Cette décision allait résonner non seulement à travers l'Afrique, mais aussi dans les capitales du monde entier, un appel à la résistance et à la défense de la vérité. Le matin du 17 octobre, Ibrahim Traoré se trouvait dans un convoi présidentiel discret, traversant le désert du Sahel à destination du nord du pays. La mission semblait ordinaire, mais en réalité, c'était tout sauf cela. À 10h42, un radar chinois a détecté un objet volant à une altitude anormale, trop élevé pour être un oiseau et trop stable pour être un jet. C'était un drone MQ-9 Reaper, une machine de guerre utilisée par l'OTAN dans des conflits au Moyen-Orient. Mais cette fois-ci, l'attaque aurait lieu au-dessus du Burkina Faso, un pays souverain. Ce qui s'ensuivit aurait pu ressembler à une scène d'action, mais c'était bien plus que cela. Un militaire chargé de la défense aérienne a immédiatement activé le système de détection et de contre-attaque, signalant l'incident au président Traoré. En quelques secondes, le convoi présidentiel a changé de direction, se dirigeant vers un chemin de terre non balisé. Les gardes du corps à l'intérieur du convoi étaient informés de la situation, mais les civils circulant derrière n'ont reçu aucune alerte. Le missile qui aurait dû atteindre sa cible a été dévié à la dernière minute, ne frappant finalement qu'un camion civil transportant des réservoirs d'eau. Le missile Hellfire RMX, conçu pour des assassinats ciblés, a été libéré, mais l'impact fut minime. 3 innocents ont perdu la vie, et la frappe qui devait marquer un tournant dans la guerre secrète contre les puissances africaines a échoué. Mais au lieu de l'indignation mondiale, il y eut le silence. Qui, au fond, était responsable de cette tentative d'assassinat, et pourquoi personne ne semblait s'en inquiéter? Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, se trouvait dans une position précaire. Après avoir survécu à cette tentative d'assassinat, il n'a pas cédé à la colère, ni à l'appel à la vengeance. Au contraire, il a choisi de faire face à cette agression avec une approche réfléchie, mais ferme. Ce n'était pas une simple réaction à une frappe ratée, mais un tournant décisif dans sa vision de la souveraineté et de l'indépendance pour son pays. Dans les heures suivant l'incident, il s'est entretenu avec son conseil de défense. Plutôt que de suivre la voie de la réciprocité violente, il a insisté sur la transparence. Nous ne répondrons pas avec des missiles, mais avec des preuves, a-t-il déclaré. Ce calme stratégique a été essentiel, non seulement pour son propre pays, mais pour l'ensemble du continent africain. Cette décision a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où la vérité et la transparence sont devenues des armes plus puissantes que n'importe quelle frappe militaire. À travers cette réponse, Traoré a montré que son leadership ne se limitait pas
à un simple acte de survie, mais qu'il était un modèle de courage politique et moral. Il a compris que la bataille pour l'indépendance de son pays ne se gagnerait pas sur le terrain militaire, mais dans la gestion de l'information et la prise de position contre les puissances extérieures. Après l'attaque ratée, le Burkina Faso se trouvait à la croisée des chemins. Ibrahim Traoré avait échappé de justesse à la mort, mais le pays était désormais confronté à un dilemme stratégique majeur. La première réaction aurait pu être la vengeance, une riposte militaire directe contre ceux qui avaient orchestré l'attaque. Cependant, Traoré choisit de ne pas céder à la pression de la guerre. Il savait que cette frappe n'était pas seulement une tentative d'assassinat, mais un message sur la vulnérabilité des pays africains face aux puissances extérieures, souvent invisibles, mais terriblement influentes. Le lendemain, alors que l'on s'attendait à des représailles violentes, Traoré fit une déclaration surprenante à la télévision nationale. « Nous ne nous cacherons pas la vérité, même si elle rend les puissants trembler. » Cette déclaration marqua un tournant. Il n'avait pas seulement survécu à une attaque, il avait transformé cet événement en une déclaration de principe. Ce n'était pas une victoire militaire qu'il recherchait, mais une victoire idéologique. Le monde entier serait désormais informé de la vérité derrière cette frappe de drone. La décision de Traoré de publier immédiatement les preuves de l'attaque, des images de débris, des données radars et des témoignages, fut un acte de transparence sans précédent. L'objectif était clair, briser le silence et exposer les acteurs internationaux derrière cette tentative de déstabilisation. Les preuves montrèrent que le missile utilisé, le Hellfire X, était un dispositif de précision utilisé par l'OTAN dans le cadre de ses opérations au Moyen-Orient, ce qui faisait peser de lourdes questions sur le rôle de l'Occident dans l'incident. Mais plus important encore, cette action n'était pas seulement une défense du Burkina Faso, c'était un appel à l'unité des nations africaines. Si les puissances extérieures pouvaient tenter de manipuler et d'attaquer les gouvernements africains, l'unité et la transparence seraient des réponses bien plus fortes. Traoré savait que la vérité, bien que douloureuse, serait l'arme la plus puissante dans cette lutte. La publication des preuves a non seulement fait la lumière sur l'incident, mais a aussi galvanisé une large part de l'opinion publique internationale, notamment en Afrique, où les populations ont vu dans ce geste un acte de courage et de dignité. Les autorités burkinabées ont rapidement mis en place une enquête interne sur l'attaque et en l'espace de 24 heures, des preuves irréfutables étaient rendues publiques. Les photographies des morceaux de missiles et des codes de série visibles sur les débris ont été partagées à l'échelle mondiale. Les résultats étaient clairs. Il ne s'agissait pas d'une erreur, mais bien d'une frappe planifiée de manière ciblée. C'était un message non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Ce geste de Traoré a non seulement renforcé sa position à l'intérieur du pays, mais a également envoyé un message fort à l'étranger. L'Afrique n'était plus prête à accepter d'être une cible de manipulation ou d'agression militaire. Le continent commençait à se réveiller, et cet acte de résistance devenait le symbole d'une nouvelle époque de souveraineté. Les preuves de la tentative d'assassinat d'Ibrahim Traoré ont été rendues publiques rapidement, et elles ont été accablantes. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, les autorités burkinabées ont collecté et analysé les débris du missile. Les images satellites ont confirmé que l'engin utilisé était bien un MQ-9 Reaper, un drone de surveillance et de frappe utilisé par l'OTAN dans des missions de précision. Ce drone, qui a pénétré l'espace aérien du Burkina Faso sans autorisation, avait un code de série bien identifiable. Les enquêteurs militaires ont retrouvé des marqueurs spécifiques sur les restes du missile, notamment le modèle R9X, qui est réputé pour sa précision chirurgicale, mais aussi pour ses lames qui tuent sans détruire les bâtiments. Les données radars ont révélé que le drone avait pénétré l'espace aérien burkinabé en provenance du nord, exactement au-dessus d'une ancienne base de l'OTAN abandonnée dans le nord du Mali.
Cela a renforcé l'idée que l'attaque ne s'agissait pas d'une simple erreur, ni d'une frappe ciblée, réalisée avec des informations de renseignement précises. Le suivi du vol a montré que l'engin avait ajusté sa trajectoire pour se diriger directement vers le convoi présidentiel d'Ibrahim Traoré. Cependant, avant l'impact, la déviation rapide du convoi a fait en sorte que le missile frappe un camion civil à la place. Ce camion transportait des réservoirs d'eau, et l'explosion, bien que modeste, a tué 3 civils instantanément, dont 2 hommes et un adolescent. L'attaque a été qualifiée de tragique, non seulement à cause de la perte de vies innocentes, mais aussi en raison de l'ampleur de l'implication des puissances internationales dans une telle opération. Les informations ont été partagées avec la communauté internationale et ont rapidement attiré l'attention des observateurs étrangers. Mais ce qui a choqué encore plus, c'est que l'attaque n'a été que peu médiatisée en dehors de l'Afrique. Aucun grand titre ne s'est intéressé à cet incident. Au lieu de cela, le monde a choisi de se taire, ignorant la tragédie qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Ce silence des médias occidentaux a d'autant plus renforcé la détermination d'Ibrahim Traoré. Il savait que le monde devait entendre la vérité. Dès lors, son gouvernement a commencé à diffuser des informations détaillées sur l'attaque, y compris des images des débris du missile et des données du radar militaire. Le tout a été mis à la disposition des journalistes et de la communauté internationale. En agissant ainsi, Traoré a non seulement ouvert les portes de la transparence, mais a également exposé les failles dans le système de défense international. L'impact de cette révélation a été immense. Le Burkina Faso, tout en restant sous la pression des puissances étrangères, a pris un tournant audacieux. En rendant publiques ses preuves, Traoré a non seulement prouvé la véracité de son récit, mais il a aussi montré que l'Afrique était prête à prendre sa place dans la scène géopolitique mondiale. Les données ont été un atout puissant pour l'argumentation de Traoré, et ces éléments sont désormais au cœur de la bataille pour la souveraineté de son pays et du continent tout entier. Dans l'analyse de la situation, 2 perspectives opposées se dessinent. D'un côté, la version officielle selon laquelle l'attaque aurait été un accident technique, une erreur humaine dans l'exécution de la mission militaire, et de l'autre, la position de Traoré, qui voit dans cet incident un acte délibéré et une tentative de déstabilisation politique. Selon la première version, l'attaque aurait été causée par une déviation de la trajectoire du drone, qui, après avoir détecté une cible dans son champ de vision, aurait réagi de manière imprévisible, touchant un véhicule civil au lieu de sa cible initiale. Cette version est soutenue par certains rapports anonymes de l'OTAN, qui la qualifient de « ratée », due à une mauvaise synchronisation des radars et des équipements de ciblage. Cependant, cette explication ne convainc pas Ibrahim Traoré, ni la majorité de la population africaine, qui voit dans cet incident une tentative claire de frapper un leader africain monté en puissance. Traoré n'a pas hésité à réfuter la version officielle, mettant en lumière le fait que ce type de drone est conçu pour être précis et fiable. Le modèle Hellfire RX utilisé dans cette frappe est connu pour sa capacité à exécuter des assassinats ciblés avec une précision extrême, ce qui suggère qu'il ne pourrait pas s'agir simplement d'un accident. La position de Traoré, soutenue par ses preuves, est que cette frappe n'était pas un simple raté, mais un message délibéré envoyé par des puissances extérieures, visant à affaiblir un leader africain indépendant. Pour étayer cette théorie, Traoré a mis en avant plusieurs éléments: la trajectoire du drone, les indices laissés par les débris du missile, et surtout l'absence totale de réaction internationale à l'incident. En effet, la manière dont les médias occidentaux ont largement ignoré l'attaque a renforcé son argument selon lequel il s'agissait non pas d'une erreur, mais d'un acte politique visant à intimider. Si l'attaque avait eu lieu contre un leader occidental, elle aurait probablement fait la une des journaux, et des enquêtes auraient été immédiatement lancées. Mais
Dans le cas de l'Afrique, la règle semble être celle du silence et de l'indifférence. C'est là que l'opposition devient encore plus frappante. D'un côté, un système militaire occidental prêt à utiliser des drones pour imposer sa volonté. Et de l'autre, un Burkina Faso qui, sous la direction de Traoré, choisit de répondre non pas par la violence, mais par la vérité. L'Afrique, historiquement divisée par les enjeux géopolitiques, commence à s'unir autour de cette vision de souveraineté et de justice. Traoré ne se contente pas de dénoncer l'attaque. Il transforme cet acte de violence en une déclaration pour l'indépendance et la transparence, tout en appelant à une solidarité africaine plus grande face aux puissances étrangères. Il y a un moment précis où tout a changé pour Ibrahim Traoré. Ce n'était pas dans le chaos de l'attaque elle-même, mais dans sa décision de ne pas répondre par la violence, mais par la vérité. Lors de son discours à la nation, il a ouvertement dénoncé l'attaque comme étant non seulement une tentative d'assassinat, mais aussi un affront à la souveraineté du Burkina Faso. « Nous ne répondrons pas par la guerre, mais par la vérité », a-t-il déclaré calmement, marquant ainsi un tournant dans sa présidence. Ce moment fut une révélation non seulement pour Traoré, mais pour toute l'Afrique. Pour la première fois depuis des décennies, un leader africain choisissait la transparence comme arme, rejetant l'idée que l'Afrique devait se soumettre ou se taire face à l'ingérence étrangère. Ce n'était pas simplement une question de survie politique, mais un acte de défiance qui allait résonner dans toute la région. Il comprit que la véritable indépendance ne se mesurait pas seulement par la capacité à repousser une attaque, mais par la manière dont on répondait à la vérité cachée derrière l'agression. Les conséquences de l'attaque échouée contre Ibrahim Traoré n'ont pas tardé à se faire sentir, et elles ont dépassé le cadre du Burkina Faso pour toucher toute l'Afrique. Tout d'abord, le leadership de Traoré a été consolidé. L'attaque ratée a transformé sa position, non seulement à l'intérieur de son pays, mais aussi sur la scène internationale. En choisissant la voie de la transparence, il a gagné le soutien de nombreux pays africains qui ont vu en lui un modèle de résistance à l'impérialisme. Les discussions sur la souveraineté et la dépendance ont pris une nouvelle ampleur, car les Africains ont commencé à questionner le rôle des puissances étrangères dans les affaires du continent. La réaction à cet incident a été frappante. Le silence des médias occidentaux a non seulement renforcé la position de Traoré, mais a aussi souligné une vérité que beaucoup avaient longtemps ignorée. L'Afrique est souvent laissée pour compte dans les discussions internationales. Mais cette fois-ci, le silence a été rompu par des voix venues d'Afrique. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, une vague de solidarité s'est propagée à travers le continent. L'Union africaine a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de l'incident, marquant ainsi une prise de position sans précédent. Plusieurs pays ont exprimé leur soutien au Burkina Faso, notamment le Mali, le Niger et le Tchad, soulignant la nécessité d'une réponse collective face à l'ingérence étrangère. Les citoyens africains ont eux aussi réagi. Dans les rues de Ouagadougou et d'autres grandes villes, des manifestations de soutien à Traoré ont eu lieu et des pétitions ont circulé appelant à la justice. Le fait que cette tentative d'assassinat n'ait pas eu l'effet escompté, mais ait plutôt éveillé un sentiment de solidarité sur le continent, a marqué un tournant dans les relations internationales. Les gouvernements africains, jusque-là souvent divisés sur des questions de souveraineté, ont vu en cette crise une occasion de s'unir. Le message envoyé était clair. L'Afrique ne sera plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. L'impact n'a pas été limité aux politiques et aux gouvernements. Des artistes et des intellectuels africains ont commencé à produire des œuvres en hommage à la résistance de Traoré, mettant en lumière l'importance de la vérité et de la justice dans la lutte pour l'indépendance. Des écrivains, des musiciens et des cinéastes ont transformé cet incident en symbole de résistance à l'oppression extérieure, contribuant à renforcer un sentiment de fierté et d'identité collective. En réponse à cette vague de soutien, Traoré a annoncé la création d'un projet ambitieux, une initiative africaine pour la souveraineté. Ce projet rassemblait plusieurs nations africaines autour d'une vision commune de défense, de surveillance
et de coopération économique. L'objectif était de réduire la dépendance du continent vis-à-vis des puissances occidentales et de mettre en place des mécanismes de défense autonomes. Les pays participants ont convenu de partager leurs données de renseignement, de coordonner leurs stratégies de défense et de promouvoir des plateformes médiatiques indépendantes pour dénoncer les abus des puissances étrangères. Ce moment de solidarité continentale a montré qu'une nouvelle ère de coopération africaine était en train de naître. L'incident, bien qu'initialement perçu comme un acte de violence, a eu pour effet de souder le continent dans sa quête de souveraineté et de justice. Dans les 6 à 12 mois qui ont suivi l'attaque ratée contre Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso et, plus largement, pour le continent africain. D'abord, on peut envisager le scénario de base, celui d'une Afrique plus unie et plus résiliente. Si les efforts de Traoré pour renforcer la coopération africaine et la transparence réussissent, nous pourrions voir une Afrique plus unie, où les nations collaborent davantage pour protéger leur souveraineté collective. Le projet de l'initiative africaine pour la souveraineté, qui inclut des nations comme le Mali, le Niger et l'Éthiopie, pourrait aboutir à un véritable système de défense panafricain. Le Burkina Faso, en tête de cette initiative, serait perçu comme un modèle de résilience face aux pressions extérieures. Les pays africains pourraient également faire des progrès dans la diversification de leurs économies, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard de puissances extérieures. En conséquence, le continent africain pourrait progressivement devenir moins vulnérable aux ingérences extérieures et gagnerait en autonomie géopolitique. Ensuite, on peut imaginer le scénario optimiste, celui d'une transformation régionale. Dans un scénario plus optimiste, l'attaque ratée contre Traoré pourrait déclencher un mouvement de réforme dans plusieurs autres pays africains. Ce choc pourrait inspirer une série de changements législatifs et diplomatiques, favorisant une plus grande coopération régionale. La création de réseaux de défense partagés, de bases de données continentales sur les violations des droits humains et de plateformes médiatiques indépendantes pourrait conduire à une plus grande stabilité. Le soutien croissant de la communauté internationale, surtout des pays émergents comme la Chine et la Russie, pourrait aussi soutenir cette transformation. Si l'initiative africaine pour la souveraineté se développe rapidement, elle pourrait même servir de modèle pour d'autres régions du monde, inspirant une autonomie accrue. Enfin, il faut aussi considérer le scénario pessimiste, celui d'une pression croissante et d'un isolement international. Toutefois, un scénario plus sombre pourrait aussi émerger. Si les tensions avec l'Occident s'intensifient en réponse à la transparence de Traoré, le Burkina Faso pourrait se retrouver sous une pression économique et diplomatique accrue. L'isolement international pourrait se renforcer et des sanctions économiques pourraient être imposées, ce qui pourrait avoir des répercussions graves sur la population burkinabé. Si d'autres pays africains hésitent à soutenir le Burkina Faso en raison des risques d'un isolement croissant, cela pourrait ralentir la mise en œuvre de l'initiative pour la souveraineté et fragiliser les efforts de coopération régionale. Dans ce cas, le Burkina Faso et d'autres nations africaines risqueraient de se retrouver confrontés à des choix difficiles, tiraillés entre la souveraineté et les pressions internationales. Quoi qu'il en soit, l'attaque contre Ibrahim Traoré a mis en lumière une réalité fondamentale. L'Afrique est à un tournant. Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si le continent choisit de se solidifier face aux défis ou s'il succombe à la pression externe. L'attaque contre Ibrahim Traoré et la réponse qu'il a donnée ont ouvert une conversation bien plus grande que celle du seul Burkina Faso. Cette histoire concerne l'ensemble du continent africain et, d'une manière plus profonde, l'indépendance et la souveraineté des nations face à l'ingérence extérieure. L'incident a ravivé un sentiment de résistance collective, non seulement au Burkina Faso mais dans toute l'Afrique, où les peuples ont commencé à se questionner sur leur avenir et la manière dont ils sont perçus par les puissances mondiales. Pour les Africains, l'histoire de Traoré est devenue un symbole de l'aspiration à l'autodétermination.
Elle résonne particulièrement auprès des jeunes générations qui se battent pour un continent plus unifié et plus fort, capable de défendre ses intérêts sans se soumettre. En effet, la déclaration de Traoré « Nous ne nous cacherons pas la vérité », même si elle rend les puissants trembler, est devenue un mantra pour ceux qui croient que l'Afrique doit enfin prendre son destin en main. Les groupes civiques, les étudiants liant, les artistes et même les agriculteurs ont repris cette idée dans leurs actions quotidiennes. À travers des manifestations, des œuvres d'art et des discussions communautaires, le message d'Ibrahim Traoré a trouvé une résonance bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans des pays comme le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, les populations ont commencé à s'interroger sur la manière dont leur propre souveraineté pourrait être renforcée. Les événements qui se sont déroulés à Ouagadougou ont ainsi allumé une étincelle de conscience collective à travers le continent. Si vous vous sentez inspiré par cette histoire, vous n'êtes pas seul. L'Afrique, dans son ensemble, commence à s'unir non seulement dans la colère, mais dans la détermination à protéger ses droits et sa vérité. C'est un appel à chacun d'entre nous, où que nous soyons, de défendre ce qui nous appartient et de soutenir ceux qui se battent pour la justice. Où vous trouvez-vous dans cette lutte ? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, personnellement, de voir l'Afrique prendre sa place dans le monde ? À ce stade de l'histoire, il est crucial de tracer un chemin clair pour aller de l'avant. Non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent africain. Ibrahim Traoré a lancé un appel à l'action, non seulement pour répondre à l'agression qu'il a subie, mais pour réinventer la manière dont l'Afrique se positionne face aux défis géopolitiques. Son initiative pour la souveraineté africaine marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre les nations africaines, et un certain nombre de mesures doivent être prises pour concrétiser cette vision. D'abord, il faut renforcer les capacités de défense et de surveillance. La priorité immédiate doit être la création de systèmes de défense régionaux plus robustes. Cela passe par la mise en place de réseaux de renseignement partagés entre les pays africains, ainsi que des capacités de surveillance aérienne, maritime et terrestre. En travaillant ensemble, les pays peuvent échanger des informations cruciales et détecter plus tôt les menaces potentielles. Ensuite, il est essentiel de promouvoir l'autosuffisance économique. Un autre axe de développement clé pour renforcer la souveraineté est de réduire la dépendance économique vis-à-vis des puissances extérieures. Les ressources naturelles du continent devraient être utilisées pour construire des industries locales, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la technologie et de l'agriculture. Traoré a souligné l'importance de ne pas se soumettre aux prêts étrangers qui nuisent à l'indépendance des pays. Puis, il convient de créer des plateformes médiatiques indépendantes. Un autre aspect fondamental du plan de Traoré est l'établissement de médias africains libres et indépendants. Cela permettrait aux populations africaines de raconter leurs histoires et de dénoncer les ingérences extérieures sans crainte de répression. Les médias jouent un rôle clé dans la défense de la souveraineté, en mettant en lumière les injustices et en donnant une voix aux citoyens. Enfin, il est nécessaire de renforcer l'unité régionale. Pour qu'une véritable solidarité puisse se développer, il est essentiel que les États africains renforcent leurs institutions communes, comme l'Union africaine. L'intégration régionale doit être une priorité, avec la mise en place de mécanismes de décision rapides en cas de crise, permettant aux pays d'agir ensemble face à toute agression. Ce plan ne sera pas facile à réaliser, mais il est la clé pour permettre à l'Afrique de prendre son destin en main, de manière unie et autonome.